Yorana, bonsoir à tous. Je suis très contente d'être là, un peu impressionnée parce que c'est ma première conférence. Je ne suis pas du genre timide quand je suis dans la brousse, mais dans un carré de béton comme ça, c'est un peu plus compliqué. On m'entend toujours pas ? Ok, je vais parler beaucoup plus fort. Vous l'intimidez. Voilà. Donc, bienvenue dans notre promenade vespérale. Nous allons commencer par remercier particulièrement le CRIOB et les Jeudis du Savoir pour leur invitation à partager mes promenades avec vous. Cette conférence à l'aune des Jeudis du Savoir est destinée à tous. Donc, une conférence que l'on prépare pour tous, c'est pas très simple à réaliser. J'ai l'habitude de converser plutôt avec des enfants et des jeunes. Alors, je compte sur vous, faites comme eux, questionnez si vous en voulez plus et n'hésitez pas à m'interrompre. Ces petits savoirs échangés pourront ainsi de nouveau être partagés par vous-même peut-être, et je l'espère. Sur l'écran, je vous emmène vaquer dans des lieux sauvages, hors piste, dans la forêt naturelle de Montbéliard, au pied des falaises du Toïa, jusqu'à 400 mètres d'altitude. Alors vous allez constater que mes propos ne sont pas raccord avec les images que vous voyez. En effet, ce film a juste pour but de vous offrir l'opportunité de vous abstraire de ce lieu qui est un peu carré, blanc, qui nous accueille ce soir. La forêt naturelle que je vous invite à parcourir à l'écran est une forêt qui est peu secondarisée. Peu secondarisée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que son aspect est très proche de celui que nos ancêtres humains, découvreurs polynésiens de l'île de Montbéliard, ont rencontré. Je vous souhaite un bon voyage. La présentation de ce soir est installée dans notre polychronie polynésienne, où le temps est non linéaire. Ce temps non linéaire, il est particulier parce qu'il n'est pas cloisonné. C'est un temps qui est perçu comme une relation à. Je précise, tout ce que nous regardons, tout ce que nous percevons en général est le résultat du passé. Quand je regarde autour de moi, pas ici, mais là-bas, dans la brousse, ici, là. Quand je regarde autour de moi, ce que je vois, c'est du passé. C'est le résultat du passé. Le futur, il n'est pas là, il arrive, il est derrière moi. Et le présent, il est là. Ici, là où je suis, et pas ailleurs. Donc cette perception du temps polynésienne, elle va nous accompagner tout le long de cette conférence. Pourquoi ? Parce que c'est le plus adéquat pour percevoir les réalités imbriquées et les points de vue imbriqués que nous allons visiter ce soir. Ainsi, le socle de notre île est là, devant nous. Le volcan bouclier, il est là. Il est dégrignoté, il est déconstruit, il est transformé par le temps. Sous nos yeux, 1,9 million d'années. Le volcan sort du plancher océanique. On ne retrouve pas à Montréal la forme conique de ce volcan d'origine. L'île est en forme de triangle. Alors la ligne de crête principale que vous voyez là, quand on regarde la caldeira, elle est déchiquetée. C'est un V qui est ouvert sur la mer au nord. Le mont Toïa, là, 1207 mètres, c'est la pointe du V. De chaque côté, à l'ouest, la baie d'Opunohu, à l'est, celle de Popo,
forment deux entailles sur la base du triangle. Les premières coulées de fusion, elles apparaissent au belvédère de Upunua. Le belvédère de Upunua, il est là-bas. Hein? Le centre de l'île, le Pito, il est là, en gros. Avec l'élévation du cône volcanique, hein, vous comprenez bien qu'en dessous, on a du magma. De temps en temps, ça j'ai envie de sortir. Donc ça pousse sur le cône. Puis ça s'essouffle un peu. Et en poussant le cône, les roches volcaniques qui sont déjà solidifiées vont se fissurer. Okay? Et dans ces fissures, d'autres coulées de lave par l'intérieur vont essayer, elles aussi, de s'échapper contre de nouveau, dans l'entonnoir renversé que le volcan, hein, il y a cette poussée de lave qui remonte. Donc on a deux types de roches volcaniques, des roches plus anciennes et des roches secondaires plus jeunes qui ne vont pas se produire de la même manière. Donc cette différence minérale dans la composition du volcan vont faire que les roches se délitent en fonction des conditions climatiques qu'elles vont rencontrer. Alors, on appelle ces fissures secondaires dans lesquelles les roches, la lave va s'infiltrer dans les roches déjà solidifiées, on les appelle des dikes. Les dikes, c'est juste un mot anglais qui veut dire digue, pas très loin de notre mot français. Et ces digues, elles vont fragiliser l'ensemble du volcan. Le volcan se fracture en deux failles, à l'est et à l'ouest. Ces deux failles vont provoquer l'affaissement d'une grande partie de la caldeira. Et le mont Rothui va glisser doucement vers la mer, vers l'océan. C'est bon, c'est installé. On a notre volcan, les éruptions secondaires, un triangle, le Toya, le Rothui et nos deux baies. Donc la première source de l'altération des roches, elle est très simple à comprendre. Rompre, fissurer, fracturer. Et ensuite, ces blocs qui auront été séparés de la roche primitive vont subir une altération chimique due à la corrosion de leurs arêtes et vont être facilement altérés par des processus chimiques qui vont être à l'œuvre à ce moment-là. On va commencer par le meilleur, le plus conséquent des ouvriers, c'est l'eau. L'eau, quand elle se retrouve en présence de minéraux qui sont solubles dans elle-même, elle va dégrader ces minéraux, elle va dégrader les roches. Ces minéraux vont se solubiliser dans l'eau. Donc, cette dégradation va creuser des cavités, là où les minéraux ont été récupérés par l'eau, et ces cavités vont pouvoir s'affaisser. Ça crée du vide, en gros. Ça crée de la place. Donc c'est une nouvelle source de fragmentation des roches volcaniques. Les minéraux solubles dissous dans l'eau, ils peuvent également réagir entre eux et former de nouveaux composés qui de nouveau vont altérer les roches sous un autre angle chimique. Parallèlement, certaines roches primitives, par une lente hydratation, voient leur composition chimique se transformer. Et ces nouvelles roches, nouvellement composées, elles peuvent à ce moment-là devenir, elles, solubles aussi et se révéler facteurs de décomposition nouvelle. On est d'accord, on a compris. L'eau délite certains minéraux qui sont dans la roche
Ces minéraux peuvent réagir en même temps entre eux, en composer d'autres qui vont de nouveau déliter la roche, mais par d'autres réactions chimiques. Okay. Petit à petit, la roche se délite. C'est quand même un grand mystère. Le deuxième grand ouvrier de la modification du volcan de Mauna, évidemment, c'est l'air. On va parler du dioxyde de carbone. Tout c'est qui vient le dioxyde de carbone? C'est la bonne vieille histoire de la formation de l'atmosphère terrestre. Le fameux dégazage du dioxyde et monoxyde de carbone qui est dans le manteau terrestre et qui, au moment des éruptions volcaniques, s'échappe. Ce dioxyde de carbone, il se dissout dans l'eau et il forme l'acide carbonique, acide. C'est intéressant, acide, parce que lui, l'acide carbonique, il va agir sur les minéraux rocheux courants. Il agit sur le sodium, le potassium, le magnésium, qui deviendront des carbonates de magnésium, des carbonates de potassium, etc. Donc c'est grâce à lui que va se former, par exemple, dans des milieux calcaires, de magnifiques grottes entièrement mangées par l'oxyde de carbone. Donc on a la chaleur. Ah, j'ai parlé de la chaleur? Je vais pas parler de la chaleur. J'ai oublié. La chaleur, on en revient au DIC, en fait, à ces différences d'âge entre les roches volcaniques, au fait que les densités ne sont pas identiques, donc que la réaction aux différences de température diurne et nocturne font que les roches se dilatent. Et elles ne se dilatent pas de la même manière. Comme elles ne se dilatent pas de la même manière, ça crée des fissures, ça crée des cassures. En plus que la couleur de la roche, si une roche est sombre, elle ne se dilate pas moins, et plutôt plus qu'une roche claire. Quand une roche est sombre, elle absorbe le rayonnement solaire, elle devient plus chaude donc, et elle va se dilater beaucoup plus par rapport à une roche qui serait claire. Donc c'est un autre facteur qui va provoquer des fissures dans nos roches volcaniques. Alors, j'ai fait mon tour là, la chaleur, l'eau, l'air, et puis quoi encore? Alors, on va parler de ce qui nous intéresse, les organismes vivants. Parce que on parle de choses un peu extraordinaires, difficiles à comprendre, mais si on parle des organismes vivants, là, on va parler d'une magie qui est phénoménale. Et il n'y a aucun adjectif qui pourrait rendre compte, en fait, du formidable monde vivant qui nous entoure. Les kirikou, vous savez, les plantes, elles mangent des cailloux. Eux, ils rigolent, mais ils ne le savaient pas non plus. C'est pas croyable, hein? Et les bactéries aussi, elles mangent du caillou. Alors, excusez-moi, j'ai parlé des kirikou. Je me permets, cher public, d'ouvrir une parenthèse et de vous présenter les kirikou. Alors, je ne sais pas si vous avez connu le dessin animé Kirikou, hein? Voilà. Donc, vous savez que les kirikou, ils ne sont pas grands, mais ils sont vaillants. Vous savez aussi qu'ils sont petits et que ce sont nos amis, mais ce sont surtout nos amis, et c'est eux qui vont parler. C'est la Terre qui va parler pour dire que les kirikou sont leurs amis. Ils contrôlent les populations de myconia dans les forêts, ils les coupent, ils les arrachent, ils ramassent les déchets qui sont oubliés par d'autres. Bref, ils méritent bien leur nom de kirikou, et ils méritent bien vos applaudissements. Merci d'être là malgré l'heure, les kirikou. Alors, revenons à notre mangeuse de cailloux. Bon, façon de parler bien sûr, parce que ce ne sont pas des petites joueuses.
Les bactéries, c'est des gros rochers qu'elles mangent, même si elles le font à tout petits pas. On a tous oublié qu'on a été à l'école, on a tous oublié qu'on a appris des choses et qu'à l'école, les choses qu'on apprenait, elles n'étaient pas très magiques. Et de temps en temps, quand plus tardivement on revient sur ce qu'on a appris à l'école et qu'on cherche à comprendre, on se dit mais comment ça se fait que j'ai pas vu à quel point c'était magique. Alors vous savez, la Terre, elle a 4,5 millions d'années. Milliards d'années. Pardon. 4,5 milliards d'années. Et sur les 4,5 milliards d'années, les bactéries, elles sont là depuis 3 milliards d'années. C'est les premiers organismes vivants. Nous, à côté, on est ridicules. Les dinosaures aussi. En gros, on est tous ridicules. C'est pour dire que ces bactéries qui sont là depuis si longtemps, elles sont très variées. Et pendant 3 milliards d'années, ces organismes, elles ont eu le temps de s'associer entre elles et de former la tribu la plus nombreuse de la flore microbienne du sol. Et on pourrait faire plusieurs jeudis du savoir pour parler juste des bactéries. Mais je ne serai pas là, ce ne sera pas moi là. Bref, tout ce qui nous intéresse ce soir, c'est leur capacité à dégager de l'acide citrique qui va dégrader certains minéraux de la roche. Pour dire que oui, elles mangent vraiment du caillou. Mais aussi pour certaines d'entre elles, celles qui colonisent le sol, qui est fixé aux racines des plantes. Donc celles-ci, ces bactéries-là, elles ont une énorme capacité à fixer l'azote et à produire des composés azotés qui vont être utilisés par les plantes pour grandir. Vous savez bien, quand on achète de l'engrais, il y a de l'azote dedans, ça fait pousser l'azote. Comme la vie est bien faite quand même, en échange, ces plantes, au niveau de leurs racines, elles vont excréter, bref, vous m'avez comprise, elles vont donc excréter, non, c'est ça. Bon, c'est pas de la haine, c'est de l'amour, parce qu'en fait, elles vont donc libérer des sucres, des acides aminés et des vitamines dont ces bactéries spécifiques vont se nourrir et grâce auxquelles elles vont encore se développer. Bingo, on a tout gagné. C'est du gagnant-gagnant. Comme toujours dans la nature. Hein. Je ne sais pas si nous sommes des êtres naturels, nous, en fait. Non, c'est à cause du côté gagnant-gagnant. Alors, la première grande tribu, les bactéries. La deuxième grande tribu, et cela c'est sans doute l'une des plus extraordinaires, c'est un organisme symbiotique. 3 éléments. Un champignon, des cellules microscopiques qui possèdent de la chlorophylle, on les appelle des photobiontes. C'est des algues vertes ou des cyanobactéries atrophoques pour le carbone. Et, troisième élément, des bactéries spécifiques. Dans 5% seulement des cas, un lichen, ce sera une alliance de ces 3 composants. La plupart du temps, à 85%, c'est une alliance entre un champignon et une algue verte. Vous les avez reconnus, on parle des lichens. Pourquoi est-ce que les lichens sont les premiers et les plus extraordinaires? Pour leur patience et pour leur frugalité apparente. Un lichen, il pousse sans faire de manière sur des rochers complètement nus. Et ils vont attendre patiemment que ces rochers soient mouillés pour pousser. Comment font-ils? Ils se nourrissent à partir de l'atmosphère, des minéraux sous forme de soluté dans les eaux de pluie. À
partir des eaux de ruissellement. De la même manière, on a des solutés, des minéraux solutés à l'intérieur. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, l'eau, cette grande ouvrière. Mais il possède aussi la capacité à dissoudre les éléments minéraux du sol en excrétant, je l'ai bien dit là, en excrétant, par l'intermédiaire des champignons qui les composent, des acides organiques. Eh bien, ils ont une résistance à toute épreuve, ou presque. Ils se défendent très bien contre les agents pathogènes. Ils ont la capacité de supporter des grands écarts de température et d'humidité. On les trouve partout. Ils ont la capacité de bioaccumuler certains métaux lourds et certains radio-éléments dans leur tal. Alors leur tal, pour parler scientifique, le tal, en fait, c'est le lichen, c'est ce qui correspond pour les autres plantes aux feuilles, aux tiges et aux racines. Donc chez le lichen, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de tiges, il n'y a pas de racines. Il y a un ensemble végétatif qu'on appelle le tal. T-H-A-2-L-E. Notez pas les kirikou, franchement ça ne vaut pas la peine. Il suffit juste de garder dans la tête. Donc associés à leur capacité à décomposer les minéraux et à absorber les éléments nutritifs, ils sont très forts. Ça fait vraiment des organismes pionniers par excellence. C'est-à-dire ce sont les premiers organismes végétaux qui vont s'installer. À part les bactéries. Bactéries d'abord, lichen ensuite. On a une tribu, le lichen, mais on a un peuple. Le peuple des plantes pionnières, c'est 3 tribus particulières. On a vu la première, le lichen. La deuxième, les mousses. Quand vous vous baladez, vous avez vu là, vous avez vu, c'est pour ça que je vous ai mis tout ça. Parce qu'en même temps que je parle, il ne faut pas trop me regarder, il faut regarder là. Parce que vous allez, en regardant ces images, comprendre la réalité. Mettre des mots sur cette réalité. Donc les mousses sont des composants très importants des biotopes forestiers et montagnards. On en a la preuve quand on vit à Mooréa. Elles sont là, en toutes circonstances, où que l'on voyage, dans l'île de Mooréa, on va trouver des mousses de toutes sortes. C'est une source majeure de biodiversité spécifique des endroits frais, humides, et elle contribue de façon très importante à la structure et au fonctionnement des écosystèmes, que ce soit en termes de dynamique végétale ou de formation des sols. Dynamique végétale, ça veut dire que ça va permettre à d'autres végétaux de se développer différents, et formation des sols parce que leur dégradation va fabriquer du substrat. Les mousses en particulier tirent l'essentiel de leur nourriture de l'air et des nutriments apportés par l'eau, par la pluie, par les dépôts de particules, on appelle ça des aérosols. Les aérosols, ce sont les particules en suspension dans l'atmosphère. En raison de leur grande capacité d'absorption d'eau ou de minéraux passivement et de leur tissu épidermique, qui est constitué la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps d'une seule couche de cellules, qui est exempte de cuticules. Cuticule, c'est pas la peau des fesses, c'est la peau. Si vous coupez une feuille végétale, vous la déchirez, vous voyez bien que vous avez un intérieur de feuille et un extérieur qui est différent. C'est sa peau. Okay. Les mousses, elles n'ont pas de peau. L'avantage de ne pas avoir de cuticule, c'est que ça leur permet d'avoir des échanges beaucoup plus importants avec leur milieu. Ce sont des organismes pionniers de succession. On les appelle de succession parce qu'ils viennent après. Ils sont capables de croître sur des sols squelettiques et de fournir de l'humus pour les communautés suivantes d'espèces différentes. Et donc,
elles font partie d'un processus très important de résilience écologique. On parlera plus tard, à la fin. Grâce à de nombreuses adaptations, ils ont colonisé presque toute la planète, jusqu'aux zones subpolaires où on va trouver des mousses. Grâce à des spores aéroportés par l'air, elles sont les premières espèces à pouvoir coloniser de nouveaux habitats. Par exemple, des îles volcaniques. Et on passe à notre troisième tribu de notre peuple pionnier, les fougères. Les fougères, bon, bien, vous avez vu, hein, les fougères. Donc on a parlé des lichens, des fougères, des mousses, voilà les mousses, les fougères. Voilà. Je vais tourner ces images là, c'est pas rien, 400 mètres d'altitude on est là. On est au pied des falaises du Taulia. Donc les fougères, c'est 13 000 espèces. Je ne sais pas pourquoi je fais parce que c'est marqué là. Les trois quarts des espèces se trouvent dans les régions tropicales. Et une bonne proportion des fougères tropicales sont épiphytes. Donc si vous regardez un peu les grands arbres que vous allez voir au cours de cette promenade, vous allez voir des tas de fougères différentes installées tout en haut dans les fronts des eaux. À Montréal, on le connaît bien, la fougère géante, Nahé en tahitien, qui est protégée dans le monde entier et familière des sous-bois. Elle est présente en nombre partout. C'est un reliquat des ancêtres de fougères géantes qui peuplaient la Terre avant qu'il y ait les plantes que nous connaissons, les plantes à graines et les plantes à fruits. Donc vous avez compris, hein, ces plantes pionnières, elles sont toutes des plantes saxicoles. Saxicole, c'est pas compliqué, hein, ça veut dire que ça pousse sur les rochers. Et c'est leur dégradation organique qui va produire les premiers substrats de plantes à graines plus élaborés. Et nous voilà, on se retrouve sur un volcan, prêt à accueillir les plantes à graines. Alors là, je devrais dire, Kirikou, venez présenter, s'il vous plaît, comment les graines elles arrivent et comment les arbres ils ont poussé sur l'île de Montréal, parce qu'il pourrait vous raconter. Mais là, ils sont tranquilles assis, vous avez raison. Comment arrivent les graines? Les alizés réguliers, ils amènent le pollen, ils amènent les graines légères, celles qui planent, vous savez, comme la belle graine du bel arbre qui s'appelle le tulipier du Gabon, qui a des ailettes sur le côté, sauf que lui c'est un invasif. Donc c'est comme ça qu'il a réussi à coloniser toute l'île de Montréal. Bref, donc les alizés, ils amènent les graines légères, ils amènent les pollens. Ensuite au-dessus, on a les grands courants aériens, les Gulf Stream. Mon accent anglais est super. En altitude, donc il fait froid. Donc on va avoir des graines qui vont être amenées, qui peuvent être lourdes, mais qui doivent résister au froid. Ensuite, on a l'océan qui amène des graines qui flottent. Le cocotier, le rotou, le Barringtonia, celui qui fait les gros pompons roses que vous ne verrez pas sur cette vidéo parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait en fleurs. Mais au mois d'avril, là, ça va commencer, vous en aurez partout sur ce site des trois cocotiers. Ces grosses fleurs avec un parfum magnifique. Et les oiseaux qui amènent aussi les graines. Vous n'allez pas le dire, mais il y en a qui auraient pu le dire. Alors je vais le dire quand même. Hein. Les oiseaux qui apportent les graines, c'est pas avec leur estomac parce qu'ils ont des milliers de kilomètres à faire. Okay, les continents sont loin. Donc ils ont fait caca les graines dans l'océan depuis longtemps. C'est les graines qui vont être collées. C'est des graines collantes qui vont amener sur leurs pattes, leurs nouvelles, les ailes, là, sur les flancs. Et qui vont, parce qu'ils vont s'accrocher ici et là, laisser tomber par hasard sur notre île. Bingo, on sait comment elles sont arrivées. Maintenant, vous réalisez bien que quand ces graines elles arrivent,
il va leur falloir beaucoup de chance pour qu'elle tombe au bon endroit, dans un creux où il y a déjà un peu de substrat dedans. Heureusement, si elle ne tombe pas au bon endroit, il y a la pluie qui ruisselle, qui va les emmener, et puis par chance, elles vont s'arrêter au pied de nos fougères géantes. Vous vous souvenez les fougères géantes, hein? Vous les connaissez. Vous avez vu le bulbe écailleux qu'elle a, je ne devrais pas appeler un bulbe parce que c'est un terme botanique qui ne convient pas, mais au moins au niveau de la forme, ça vous fait comprendre. Ce bulbe-là, qui est une vraie éponge, vous le coupez, c'est spongieux. Donc là, elles vont aller s'installer ici, elles ont toute l'eau, même en période sèche, et elles vont se développer. Donc là, elles ont de la chance. Mais imaginez bien, on est toujours sur un sol volcanique, on a des lichens, on a des mousses, on a des fougères, rien d'autre. Les lichens, il n'y a pas de racines, les mousses non plus, et les fougères, pas grand-chose. Donc on a un sol de roches volcaniques. Imaginez une graine de mara. Le mara, c'est l'arbre le plus commun des forêts polynésiennes, en tout cas de celle de Moorea. On le connaît très peu, pourquoi? Parce qu'on a des forêts mappées. Et quand on va sur les sentiers de randonnée, on traverse beaucoup de forêts mappées. Il y a des maras, mais on ne les voit pas, parce qu'ils sont encore plus hauts que les mappés. Et les maras, ils vont être obligés, la petite graine de mara, elle va être obligée d'envoyer ses racines extrêmement loin pour trouver des nutriments. On est bien d'accord, hein? Quand on arrive sur un sol où il y a peu de substrat, on développe un système racinaire le plus long et le plus dense possible. Pour donner une comparaison facile, un arbre invasif qui s'appelle Miconia, j'en parlerai plus loin plus longuement, lui, il fait des racines en forme de cerf, il vient de la forêt amazonienne, il développe ses racines autour de lui, environ 15 mètres. Nous avons dans la caldeira, un jour peut-être je mettrai un panneau, pour le moment c'est le plus ancien que j'ai trouvé, un mara qui a plus de 800 ans d'âge. Plus de. Ça veut dire que quand les découvreurs polynésiens sont arrivés sur l'île de Moorea, il était déjà là, lui. Il a vu passer tout le monde. Lui, il va envoyer ses racines jusqu'à 300 mètres autour de lui. 300 mètres, c'est loin, hein? Le bord de mer, là, il est à quoi? Si on regarde juste en face, 50 mètres. 6 fois ça. Tout autour de lui. Et tous les arbres des forêts naturelles de Moorea vont faire de même. Ils vont envoyer leurs racines le plus loin possible pour réussir à se nourrir. Donc vous imaginez que là, quand là on marche, tiens, voilà un lichen, tout blanc. Les lichens, on les voit sur les roches nues. Toia, 400 mètres d'altitude. Au-dessus, c'est la falaise verticale. Vous imaginez bien que quand je suis en train de marcher hors de ces falaises et hors de ces rochers, je marche en fait sur un tapis de fils racinaires enchevêtrés de toutes les espèces d'arbres. Le sol est souple et ce sol souple comporte des morceaux par-ci par-là de déchets organiques dégradés en terre.
Si on creuse sur l'île de Montréal, le substrat dont on dispose, il ne descend pas beaucoup plus profond qu'à 1 mètre. On comprend bien que quand on est dans la caldeira qui nous entoure, au-dessus de, on va dire, 160 mètres d'altitude, on a de la roche volcanique, des filets de racines et un petit peu de terre. On comprend bien que, à la saison des pluies, on va comprendre 2 choses. On va commencer par une. La première, c'est que les sols qui sont déjà là en surface vont être amenés doucement dans les vallées. Donc on va avoir un sol agricole dans la vallée de Haut-Pounou qui va pouvoir être exploitable. On va avoir un substrat sans trop de racines, un bon terreau volcanique, ça va bien pousser. Mais on se rend compte aussi que ce qu'on va avoir, c'est une surface aquifère. Aqui, c'est l'eau, fer, c'est porter. Tout autour de nous, là-haut, qui, en période humide, se gonfle d'eau. Quand elle est saturée en eau, elle ruisselle, mais elle ruisselle à la fois par sa surface, elle va faire une rivière, mais elle ruisselle aussi par en dessous, par le poids de l'eau qui s'accumule, par en dessous, dans les fissures entre les roches volcaniques. Cette eau qui va pénétrer dans les fissures entre la roche volcanique, elle va travailler, c'est une bonne ouvrière, loin. Elle va encore dégrader cette roche, prendre des minéraux solubles dans l'eau et les amener un peu plus loin. D'accord ? Mais encore, cette eau qui va pénétrer là, dans les fissures, on a aussi des racines d'arbres. Vous en avez vu, j'ai fait un stop à un moment donné sur des rochers avec des racines qui se glissaient à l'intérieur un peu partout. Et donc, là, autour de ces racines, on a un peu de terre qui va être décomposée, emmenée par l'eau encore ailleurs. Il va y avoir des réactions chimiques qui vont encore dégrader la roche, qui vont encore nous faire du maha pour les plantes. Et il y a une étude très étonnante qui a été faite ici à Montréal. Un élève BTS licence, il me semble, en biologie, sur le renouvellement des sols agricoles de la vallée de Haut-Pounou. Vous savez qu'à Haut-Pounou, dans les cultures d'ananas particulièrement, pendant de longues, très très longues années, et encore aujourd'hui sur pas mal de parcelles malheureusement, on met beaucoup d'engrais, on met beaucoup d'intrants. Et que, à force de mettre ces engrais, par un phénomène chimique qu'on ne va pas expliquer ici, appauvrissent les sols. Et on se disait, on va se retrouver avec des sols morts. Et en fait, non. C'est pas ce qui se passe. Et c'est pas ce qui se passe pourquoi ? Parce qu'on a un relief finalement qui est jeune, à 1,9 million d'années, c'est pas si vieux que ça. Qu'on a des roches qui sont pas très dégradées encore. C'est pas l'autre même, le pont de Montréal, avec des pentes comme ça. Et qui fournissent toujours, grâce au travail de l'eau, grâce au travail des radicelles, parce que les toutes petites racines, elles vont aussi, par un processus chimique, dégrader la roche, en sortir des éléments nutritifs, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est magique, parce que vous preniez les choses par un bout ou par l'autre, vous êtes toujours obligé de revenir sur un autre bout pour entourer le tout. C'est compliqué. Mais c'est pas compliqué si on se place au milieu et qu'on observe et qu'on regarde, et qu'on dit voilà, notre île elle est là, elle est puissante, elle est jeune, et c'est pas fini. Son histoire n'est pas finie, loin de là. Nous sommes tout petits, à l'échelle des forêts naturelles de Montréal. Alors s'il y en a un qui a une question un peu subtile, je vais lui répondre tout de suite.
La question subtile, c'est comment connaît-on l'âge du plus vieux Mara? À ma connaissance, il y en a peut-être et sans doute d'autres, de l'île de Moréa. Je dis il a plus de 800 ans. Pourquoi? Parce qu'on connaît un Mara et on connaît la date à Rayatea à laquelle il a été planté. Aujourd'hui, il a un peu plus de 100 ans. Et le jour où il a eu 100 ans, on a mesuré le diamètre, pas la circonférence, le diamètre de son tronc. Et il faisait 50 cm. Le Mara, dont je vous parle, donc à hauteur de poitrine d'homme, c'était facile à faire. Il fait 3,60 m. Vous comprenez bien que quand il fait 50 cm pour qu'il fasse 1 mètre, il a mis plus de 100 ans pour faire les 50 cm supplémentaires, parce qu'il y avait plus à faire. Okay, c'est exponentiel cette histoire. Donc notre Mara qui est là-haut, on ne l'a pas coupé, on n'a pas compté les cernes, on a dit, on a mesuré, on a fait une estimation à la louche, mais c'est une louche à 30 ans près, il a 800 ans. Le jour où je retrouve un plus vieux, c'est promis, je vous le dis, parce que je mesurerai, je vous jure. Il ne faut pas que je perde le fil. Alors, voilà, là on a parlé de beaucoup de choses quand même, on a parlé des surfaces aquifères un petit peu, ça vous va. On vous a parlé de la difficulté à trouver à manger, donc c'est pour ça qu'on va envoyer les racines très loin. Ensuite, on est bien d'accord que ces racines qui sont envoyées très loin, le cyclone il peut venir, nous on tient. Il n'y a pas de souci. C'est rare, dans la forêt de Moréa, dans la caldeira, c'est très rare de voir des arbres abattus. On voit des arbres cassés parce qu'ils ont dépassé la canopée et qu'ils étaient plus fragiles au vent. Des arbres écroulés, peut-être par leur âge. On a sur le sentier des Trois Cocotiers un magnifique apapé. Vous verrez un petit fil bleu pas très loin, un petit fil de laine bleue pas très loin. On a deux grosses branches qui ont été dégagées. Et ce apapé, il est toujours vivant. Les deux branches maîtresses sont cassées, sont tombées par terre, elles ont été débitées, mises sur le côté, mais lui, il est toujours vivant. C'est-à-dire, on a de nouveau des petites branches, depuis un petit moment, qui sont là. Il répond toujours présent. Donc ces arbres, c'est pas n'importe quoi. Nous, on est des petits rigolos. Quand on nous coupe un bras, on en fait toute une histoire et on a peut-être raison. C'est quand même un bras. Hein. Bon, et on a inventé des prothèses. L'arbre, il n'a pas de prothèse, lui. Et il a une force phénoménale qui va lui permettre de se guérir et d'aller plus loin, de résister. Bravo les arbres. Alors, je reviens à mes moutons. Mes moutons, c'est une généralité. Donc on arrive sur une forêt qui est installée, avec des grands arbres, machin, tout, des arbustes, des arbres moyens, etc. Moréa, c'est 131 km², quelque chose comme ça. Okay. Sur les 131 km², on ouvre grand ses oreilles et on met le nombre dans sa tête. 80% des kilomètres carrés sont des forêts naturelles, peu secondarisées. Peu secondarisées, c'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose d'autre que les arbres qui sont arrivés ici tout seuls. Ça veut dire en gros 100 km². 100 km², c'est de la forêt naturelle, avec des pentes comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 100 km² de forêt naturelle? Réponse: nous les êtres humains, rien. Les êtres humains d'aujourd'hui. Les Polynésiens qui sont arrivés ici, c'est pas du tout la même histoire.
Les Polynésiens qui sont arrivés ici à Moorea, et j'en suis témoin, et j'amène qui vous voulez à 400 mètres d'altitude, et je leur montre dans les forêts sauvages les terrasses de culture qui existent encore. Et je vous montre des tumuru, des arbres à pain. Mes bras là, ça ne donne pas le diamètre du ourou. Et ce sont, j'allais dire des forêts de ourou, c'est pas très juste, ce sont des îlots de ourou. Je ne sais pas si vous l'avez vu encore. Hein, et on avait, je me suis arrêtée sur des ourous ou des fruits hein, qui étaient au sol. Et ensuite, je me suis dirigée vers le ourou, ça c'est pour vous obliger à regarder en fait. Hein. Et pardon, regardez-moi. Et j'ai monté en haut, tout en haut du ourou qui était magnifique. Je ne sais pas combien de mètres il fait. 40, 50 mètres. Des ourous cultivés chez les gens, j'en ai jamais vu des comme ça, bien entendu. Il n'est pas venu tout seul, le ourou. Soit c'est un oiseau qui a fait caca graine, soit il n'est pas très loin d'une terrasse de culture, c'est-à-dire d'un petit endroit qui peut être pas plus grand que là le mur, jusqu'ici, et avec une pente légère, entourée de pierres construites qui délimitent. Et on voit bien qu'il n'y a pas de grands arbres dessus. Contrairement à Puno, quand vous allez sur le site archéologique repéré, on voit des mappés qui sont grands, ils ne sont pas si vieux que ça. Et sur cette terrasse de culture, qu'est-ce qu'on voit? On voit des lichens, non, des mousses, oui, des fougères, oui aussi, quelques arbustes, ophéo, nioi, je ne connais pas les noms français parce qu'il n'y en a pas, et les noms botaniques je ne les retiens pas, parce que ça ne vaut pas la peine, vous ne les retiendrez pas non plus. Donc, ophéo, c'est... On en rencontre beaucoup sur le sentier des Trois Cocotiers. Il a une feuille verte dentelée. Non, j'ai pas mis... J'ai fait un arrêt à un moment donné sur un arbuste comme ça. Peut-être que si vous l'avez vu, il était grand comme ça. Il peut être plus haut que ça. Et si vous l'avez vu, peut-être que vous le reconnaîtrez la prochaine fois. En fait, c'est pour vous obliger, en quelque sorte, à vous intéresser à ce qui vous entoure. L'ophéo, si vous prenez sa feuille que vous la froissez, une odeur magnifique d'agrumes, de mandarines, de fleuris. Et quand en Polynésie on ne disposait plus, parce que la saison était terminée, de fleurs de tiare, pour parfumer le monoï, on utilisait les feuilles de ophéo. Le nioi, c'est un... comment on dit? C'est un myrtacé. Myrtacé, c'est le même groupe que les goyanes, par exemple. Quand on froisse sa feuille, ça sent un peu la myrrhe, la fameuse myrrhe élancée. Oh, on arrive bientôt à la fin du film, mais j'ai pas fini mon discours. Oh là là là. Je savais bien que j'allais en rajouter beaucoup. Je vous ai pas encore parlé de résilience. Bon, tu peux faire un stop là pour que je leur parle de la résilience là. Sinon je ne veux pas parler de ça. On a à Moorea une biodiversité qui est riche et rare. Elle est riche parce que 70% des végétaux qui sont présents sur Moorea, si on ne compte pas les fougères, 70% sont endémiques du Pacifique Sud. Et certaines sont endémiques de Moorea. Donc elle est riche par son endémisme, mais elle est très pauvre par la variété. Sur l'île de Moorea, dans les forêts naturelles, les plantes qui ont colonisé notre volcan bouclier de Moorea, c'est en gros 1000 espèces. 1000 espèces, c'est rien. C'est rien du tout. Au Fidji, je crois qu'ils en sont à 1800. Papouasie-Nouvelle-Guinée, 15 000. Nouvelle-Calédonie, 18 000, 20 000 peut-être.
La forêt amazonienne, des milliers vivants. Rien à voir. Donc notre biodiversité, elle est pauvre. C'est-à-dire que les plantes, les 1000 petites plantes qui sont là, ils ne sont pas habitués à beaucoup de concurrence. Ils se débrouillent, ils s'entendent entre eux. Quand par le plus grand des hasards, un botaniste en charge du jardin botanique de Tahiti regarde un tulipier, un myconia, il se dit, mon Dieu, quelle belle plante, comme ça ferait bien dans notre jardin botanique. Et qu'il importe dans les années 1940 ce myconia. Et bien, en l'an 2000, 60 ans après, 80% des forêts naturelles de Tahiti sont envahies par le myconia. Et quand la graine de myconia cacaoiseau arrive à Moorea, parce que les petits fruits, vous pouvez manger les fruits du myconia, hein, c'est un peu sucré, ça n'a pas beaucoup de goût, mais c'est sucré. Les oiseaux aiment bien. Toute petite graine, ridicule, minuscule. 1970, le myconia arrive à Moorea. En l'an 2000, les botanistes disent, 30 ans après, les botanistes font une estimation, les botanistes de la Tyrène, des grandes administrations polynésiennes, disent l'île de Moorea, c'est 20% d'invasion dans les forêts naturelles. Et nous, Moorea Biodiversité, nous, notre association, vous avez vu, hein, on est beau, hein, on est joli. Nous, on dit, au jour d'aujourd'hui, on est en 2020, on est au moins à 30%. Mais comment ça se fait-il? J'explique, c'est pas compliqué. Vous prenez un malade, il va pousser dans de bonnes conditions, faut-il que les conditions y soient, entre 1 à 3 cm, 5 cm par an. Ok. Il va falloir qu'il attende d'avoir 15, 20, 25 ans, ça dépend d'où il est placé, entre autres de la lumière du soleil, puisque vous savez que c'est la lumière du soleil qui induit la floraison des arbres adultes. Donc faut-il qu'il ait suffisamment de lumière à l'endroit où il se trouve, il va faire des fleurs des graines. On vous parle du myconia, on ose vous parler du myconia, écoutez bien. Les kirikou, ils peuvent vous le dire. Le myconia, il pousse de 1 mètre par an. Quand il fait 3 mètres, il fait des fleurs et des graines. Ils savent ce que ça veut dire. Quand vous voyez, sur les bords du sentier des Trois Cocotiers, là où vous allez vous balader, des petites plantules de myconia, vous les arrachez, vous faites du bon travail, vous participez, vous les êtres humains, à la résilience de nos forêts. Mais eux, les kirikou, comme ça, c'est des petits myconia. Ils sont hauts, et le tronc il est comme ça, c'est un petit myconia. Comme ça, c'est un myconia moyen. C'est vrai, je ne dis pas de bêtises. Et comme ça, on est d'accord, c'est un gros. Et on les coupe. Ok? On est bien d'accord que si on se retrouve vers notre cher Mara, il n'a aucune chance. Très peu. En plus, je vous dis, il a des feuilles comme ça. Et en plus, tous nos arbres des forêts naturelles, leur houppier en haut, vous voyez le houppier, hein, ce que ça veut dire, le houppier vert là qu'on voit là, quand on lève la tête. Le houppier, leurs feuilles, leurs branchettes, leurs branches sont organisées de telle sorte qu'ils partagent l'eau entre tous. C'est-à-dire qu'ils vont faire glisser l'eau qu'ils reçoivent à l'extérieur de leur houppier. Pour la bonne et simple raison, c'est que s'ils dirigeaient l'eau vers leur tronc, la terre
peu de terre qui est collé aux racines devient de l'arbre, ne tient plus les racines et les arbres s'abattent. On n'est pas arrivé. Donc, le Miconia, que du Gabon, c'est la même chose. Le falcata qui a été planté pour faire du bois de carton et des palettes, c'est la même chose. Mais c'est moins grave, parce que l'invasion est beaucoup moins importante. Donc le Miconia, c'est le problème prioritaire. Par rapport à nos forêts naturelles, à leur préservation, et par rapport à la biodiversité de notre île, qui est en péril, en fait. Mais comme tous les périls écologiques, c'est des périls qui ne se voient pas. Quand vous baladez, allez, vous montez le col des Trois Cocotiers. Le week-end prochain, allez-y. Dans 15 jours, allez-y. Sentier des Trois Cocotiers. Oh, le beau Bagnan. Ah, il n'y a pas de Miconia autour de nous. Il n'y a pas de Miconia. Mais on est passé là, nous. Depuis septembre 2016. On les a coupés des deux côtés, les Miconia. Et puis il est arrivé au petit pont de bois. Puis vous continuez un petit peu. Et puis après le petit pont de bois, alors là vous dites, oh ben là c'est bizarre quand même. Il y a les Miconia, ils poussent bien à cet endroit-là. Non, non, je vous assure, ça pousse bien partout. Sauf que là, on n'est pas encore passé là. On y arrive. Donc depuis septembre 2016, sur 400 hectares, 400 hectares, hein. Un hectare c'est 100 mètres sur 100 mètres. Ça fait quand même long. Donc sur 400 hectares, à peu près, l'association Moria Biodiversité, avec ses bénévoles, avec les subventions que nous avons pu recevoir de l'Office français de la biodiversité, de la DIREN, de la communauté Pacifique Sud, nous avons réussi en gros à faire 200 hectares. Il nous en reste encore la moitié. Et après c'est pas fini parce que ça repousse, il y a des nouvelles plantules, parce que malgré le produit qu'on met, qui va dans les racines et qui tue les racines, et ben dans 20% des cas ça ne fonctionne pas bien. Donc on est obligé de revenir pour couper les repousses et retraiter. Donc il y a du travail. Mais, comme on dit, hein, un désastre écologique, en général, on ne le voit pas. Quand on le voit, en général c'est trop tard. Bon, nous on a de la chance, à Montréal, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Il suffit juste qu'on y aille régulièrement. Un peu comme, on va faire une comparaison que j'aime bien, c'est les bourdons de Montréal. Un peu comme les bourdons de Montréal. Ils ramassent tout le temps les déchets. Toutes les semaines. Plusieurs fois par semaine. Quand c'est propre, on a du mal à acheter un déchet. Mais si c'est déjà sale, ah, il s'est tombé, pas grave, j'avance. Ok? Et on est tous concernés, hein, par les déchets. Et par les Miconia, mais ça se voit de loin. Bravo les Bourdons. Il y en a quelques-uns présents dans l'assemblée. Merci d'être là. Voilà, donc, nous, êtres humains, est-ce que nous faisons partie de la nature? C'est-à-dire, est-ce que nous aussi, nous faisons partie de la résilience? C'est-à-dire de la capacité de la nature à s'équilibrer quand il y a eu un problème, à reconstruire, oui ou non? Eh bien, quand nous parcourons les forêts de Montréal et que nous coupons du Miconia, nous faisons partie de cette résilience. Non seulement parce qu'on coupe du Miconia et qu'on va permettre aux arbres des forêts naturelles, à notre biodiversité de se développer. Vous voulez que je vous dise le taux de Miconia à l'hectare, le taux de Miconia moyen à l'hectare que nous on coupe, c'est 6000 Miconia adultes, donc qui font des fleurs et des graines, à l'hectare. Bon, un hectare ça fait 10 000 mètres carrés, d'accord? Ça veut dire qu'en gros, tous les 2 mètres carrés, dans les forêts naturelles, de zones prioritaires, là où on va, tous les 2 mètres carrés, il y a un Miconia qui fait plus de 3 mètres qu'il faut qu'on coupe. Maintenant, si je compte à l'hectare sur la même parcelle, combien il y a de maras?
Si j'en trouve 5, c'est le bout du monde. Donc on est bien d'accord qu'on a une biodiversité en péril. J'en étais où? J'en suis à la fin. Nous faisons partie de la résilience. Donc nous allons faire partie de la résilience. Évidemment parce qu'on va couper les myconias, mais pas que ça. Aussi parce que pour les coupes du myconia, on va faire des pistes. On va dégager des pistes. En dégageant ces pistes, on fait tomber des bois morts qui seraient restés en hauteur en fait. Et donc en faisant tomber ces bois morts au sol, on permet au substrat de se reconstituer plus rapidement. Le temps que ces arbres morts qui étaient restés coincés là-haut dans les branches restent coincés, ben, ils ne font pas de la matière organique. Donc nous, êtres humains, qui passons dans les forêts naturelles sauvages et qui, par notre passage, faisons tomber des bois morts, nous participons à cette résilience. Nous faisons en sorte de fabriquer de la terre. Quand les Polynésiens arrivent sur l'île de Nouméa, ils arrivent dans un décor qui ressemble, dans un milieu qui ressemble aux forêts naturelles qui sont au-delà de 280 mètres d'altitude. Et dans ces forêts naturelles, ils vont construire, cultiver, passer. Il y a des chasseurs à autonomie, dans les hauteurs, ils ne sont pas nombreux. Aujourd'hui, sur l'île de Moorea, on est 18 000 habitants. Oh, c'est beaucoup quand même. Et si on était plus, on aurait du mal à vivre. Oh, il y a des grands magasins aussi, hein. Pas de souci. Avant que les colonisateurs ils arrivent à Moorea, ils le savent qu'il y a des là-bas. On était 55 000 habitants. 55 000 habitants. Ces 55 000 habitants produisaient par jour et par habitant, y compris les bébés, produisaient, c'est-à-dire des choses qu'ils avaient plantées. Du manioc? Non, pas du manioc. C'est pas eux le manioc. Le ti. La racine de ti qui était les qui on extrayait le gluten, le glu, quelque chose quoi. Voilà. Les oufis, ouais, l'amiam, les oumara, patates douces, différentes sortes de taro. Je vous invite à aller visiter la pépinière de l'exploitation du domaine de Puno, parce que de grandes choses ont été faites ces dernières années. Et nous avons des pépinières de toutes variétés de patates douces, de bananes, de feuilles, etc. Donc ils avaient amené les feuilles avec eux. Les bananes, les meilleurs, ils ont été amenés par les Européens plus tardivement. Et donc ce qu'ils produisaient en termes de production, ils produisaient par jour et par habitant 3 kilos de nourriture, dont 1 kilo était consacré, un tiers était consacré aux offrandes. Ben, on est des petits joueurs, hein, je vous le dis. Donc n'oubliez pas qu'en plus, ils allaient pêcher. On ne compte pas les cochons qu'ils avaient ramenés, les chiens qu'ils mangeaient, les poules, les coqs et les œufs. On ne compte pas tout ça. Ils produisent 3 kilos de nourriture par jour et par habitant. C'est évident que quand Cookie il arrive, il dit « Oh, bah, ils sont bien nourris ». Il n'a pas dit qu'ils étaient gros. Il a dit, et c'est très important, qu'ils étaient bien nourris. Et bien nourris du temps de Cook, ça veut dire que c'était des grands balèzes costauds, il ne fallait pas rigoler. Et donc ils étaient 55 000 à Moorea. Et on a des plateformes de culture à 400 mètres d'altitude. Donc ça veut dire que nous, on est des petits marrons là,
On est au bord de la mer, on est un peu dans les vallées. À Outa, ah non, mais à Outa, si tu prends la montagne loin, le fond de la vallée loin, il faudrait que tu montes jusqu'à 400 mètres d'altitude. Et même plus. Je ne suis pas allée voir partout. Hein. Nous, on est avec l'association 2 à 3 fois par semaine dans les forêts sauvages. Donc on voit quand même beaucoup de choses. Mais on est surtout de ce côté-là, côté au Caldera. Voilà. Donc nous faisons partie de la résilience. La nature a besoin de nous, à notre place. Et on peut lui laisser une chance. Je vous remercie de votre attention.